Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous voilà arrivés au dernier pupitre de l'année, Paris gagné. Nous bouclons aujourd'hui la dernière thématique d'Alger, histoire de lieu, histoire de vie. Cette rencontre était prévue à 16 heures, mais connaissant l'engouement de la plupart d'entre vous pour cette Coupe du Monde, et particulièrement ce quart de finale qui a opposé la France à l'Uruguay, nous avons pensé qu'il était plus prudent de décaler notre rendez-vous. Donc merci pour votre compréhension. Artissimo, en partenariat avec la Fondation Comptoir de Méditerranée, ont été ravis de vous proposer ces rencontres et expositions mensuelles qui nous ont permis d'aller à la découverte d'Alger sous différents angles et de jeter un pont entre les modes sociétaux et culturels d'hier et d'aujourd'hui. Ces pupitres reviendront dès la rentrée prochaine avec de nouveaux sujets qui, j'espère, nous réuniront et nous enrichiront davantage. Je remercie encore nos généreux donateurs pour leur soutien. Je cite à ce titre Tosiali, le Centre Sidi Abdallah de cancérologie et Booster Consulting. Pour cette dernière rencontre, nous vous proposons une rétrospective de toutes les expositions précédentes que vous pourrez découvrir ou redécouvrir à la fin de ce pupitre. Une surprise vous attend également. Certes, pour ce final, le sujet d'aujourd'hui peut sembler un peu difficile. Cependant, la douleur, la captivité, la souffrance font aussi partie de l'histoire d'Alger. Ce thème rarement évoqué occupe une place importante chez les Algérois et a même contribué à façonner l'ADN de notre société. En effet, Alger cache des pages de souffrance et de douleur, dues notamment aux multiples invasions qu'elle a subies. Beaucoup de lieux de torture, de captivité racontent ces cicatrices. Prison Barberousse, Serkaji, Villa Cézini, grotte de Cervantes, fort des 24 heures, passage souterrain d'El Biar, où périrent 5 collégiens d'Alger dans les années 90. N'oublions pas aussi que la rue Baba Azoun a été à l'époque ottomane le théâtre d'innommables atrocités. Les Dey et janissaires de l'époque ne manquaient pas d'imagination pour infliger les pires souffrances aux prisonniers, en les empalant par exemple sur des crochets ou en les jetant sur des ganches. L'histoire de Hassan Corso, de Geronimo, témoigne de cette violence inouïe subie par des victimes au destin tragique. Le XXe siècle a également été le témoin de nombreuses souffrances dans des lieux de sinistre renommée. Que sait-on de la Villa Cézini, de la prison Serkaji, des grottes et passages souterrains d'Alger? Ne sont-ils pas couverts d'un halo de mystère? Le côté sombre d'Alger est-il un sujet tabou? Est-ce que ces successions de douleurs n'ont-elles pas contribué à façonner le caractère impétueux, nerveux, voire violent des Algérois? Est-ce que les violences que l'on observe aujourd'hui à l'école, dans la rue, dans les foyers, envers les femmes et même à l'égard des animaux, ne sont-elles pas à imputer à ces pages d'histoire? Pour répondre à ces interrogations, nous avons le grand plaisir d'accueillir M. Karim Younes, écrivain, entre autres, M. Mahmoud Boudaren, psychiatre et écrivain, et M. Houssem Moukadem, architecte et photographe, qui devrait ne pas tarder, qui est sur la route de Mostaganem. Malheureusement, il a dû partir en urgence pour une raison de santé de l'un des membres de sa famille, mais en principe, il est sur la route. Donc, commençons avec vous. À vos pupitres, chers messieurs. Je vous donnerai la parole, Monsieur Karim Younes. Non, mettez-vous ici. On va vous donner le micro. Si vous le souhaitez, si vous voulez prendre ma place, il n'y a pas de problème. Bien entendu. Je vous laisse la place. Je m'installe avec vous. Allez-y. Non, d'abord, Madame Warsi, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer devant cette honorable assemblée, une assemblée d'amis, une assemblée au micro. Comme ça, vous m'entendez? Oui, doucement. Tout de suite, je vous dis, je ne suis pas historien. Très bien.
je suis seulement auteur de 8 ouvrages puisés dans le registre du récit historique. En tant que tel, je me dédie à la recherche et l'investigation sur tout ce qui a trait à l'histoire de mon pays depuis que l'histoire lui a réservé une place dans l'humanité. Mes livres sont tout simplement la traduction d'une réflexion sur le passé, le présent et l'avenir de notre pays commun. Ils ne sont surtout que de modestes essais de pédagogie politique destinés à toute personne pour laquelle l'évocation de l'Algérie résonne comme un hymne intemporel. C'est donc pour moi une recherche de notre identité, de notre passé, de notre histoire, pour mieux comprendre et expliquer le présent. Parce que dans le fond, l'histoire de l'Algérie, on est réduite à l'histoire officielle, tronquée d'une grande partie de sa véritable identité. Je vous rappelle, tout le monde le sait, l'histoire de l'Algérie s'étend sur plus de 5000 ans. Sur cette longue période, les historiens n'ont retenu que les périodes de domination étrangère, phénicienne, carthaginoise, romaine, arabe, turque, puis française, objet du 5e livre, qui est déjà paru. Pour les historiens occidentaux, l'Afrique du Nord n'a d'histoire que celle des pays qui l'ont dominée. Le 4e ouvrage, au temps des janissaires, ce 4e ouvrage évoque l'occupation turco-ottomane et traite des conséquences de la perte de l'Andalousie en janvier 1492 et de l'établissement d'une nouvelle frontière entre l'islam et la chrétienté. Perte de l'Andalousie et les Occidentaux ont tracé eux-mêmes d'autorité une frontière qui demeure à présent encore une réalité géopolitique. Tous les problèmes que vivent les gens du sud de la Méditerranée, à ce jour encore, viennent de ce nouveau tracé géopolitique. Les clochers ont remplacé les minarets. Une immense machine militaire se met en marche. Première violence, l'expulsion de centaines de milliers de personnes de confession juive et musulmane, hommes, femmes et enfants, qui est une tragédie d'accord, c'est instinctif comme ça. Voilà. يجوز. Madame Walfi Samia, puisque vous parlez de l'APN, au terme de son intervention, elle m'a dit « T'es une merde » avec l'accent. Paroles et musique. Je me suis oublié, je lui ai dit « T'es une merde, t'es sda ». Bon, donc, il y a eu l'expulsion de centaines de milliers de personnes. C'est terrible. Les musulmans ont perdu l'Andalousie. Et les Occidentaux ont chassé tous les musulmans de l'Andalousie et du nord de la France. Ils ont chassé sans aucune humanité, jetés à la mer. Ceux qui ont pu trouver des rafiots de fortune, ceux qui avaient un peu d'argent, ont pu traverser. Et encore, les propriétaires des barques, ils ont encaissé, ils l'ont mené jusqu'à mi-chemin, il est balancé par-dessus bord et revenait prendre encore d'autres. Il s'est passé ce qui se passe actuellement. Et en Libye, tout ça, même chez nous aussi, partout. Alors, en 1400, à partir de 1300, 1400, et un peu plus 1500, 1600, donc il y a eu un exode du nord vers le sud. Maintenant, c'est un exode du sud vers le nord.
Donc je disais que cette famille chanceuse arrive à bon port et elles seront sauvées de la furie des eaux par des marins battant pavillon ottoman, c'est-à-dire musulmans. Quand on dit ottoman, les Turcs, c'est les musulmans. Ou tout simplement par des pirates généreux, bravant la mer et ses caprices, des frères Barberousse. Je reviens un petit peu à l'ordre. Hein? Donc, à cette époque-là, les historiens estiment entre 500 000 et 1 million de personnes déportées, jetées à la mer. Et en réalité, un grand nombre de malheureux n'ont pu atteindre les côtes marocaines, françaises, tunisiennes, libyennes. Ils n'ont pu. La plupart ont eu comme seul refuge la mort. Aujourd'hui encore, le répertoire de la musique arabo-andalouse contient des airs exprimant les regrets de la perte de l'Andalousie musulmane avec son fameux refrain « Oh, combien j'ai de regrets pour ce qui est arrivé. Ya asafi ala ma mada. Ya asafi ala ma mada an zaman inqada. أيام الزهو والرضا يحصل كل شيء يروح أبقى والو عدينا عشية يا فرقة الديار بالأندلس ما هنوا عليا عدينا ليالي ملاح في قرناطة بلاد الانشراح ثم لقيت الملاح تاهوا علي يا فرقة الديار الأندلس ما هنوا عليا يا ربي بفضلك نريد نزور المقام السعيد اجمعني مع من نريد في ساعة هنيئة يا فرقة الديار الأندلس ما هنوا عليا. Ça vous plaît? كيفاش؟ لا allez-y madame. Allez-y madame. Allez-y. Il y a également cette complainte qui relate les souffrances de nos aïeux mourisques chassés sans humanité de leur pays, qui était l'Andalousie. C'est leur pays. Ils y ont passé 8 siècles, 800 ans. On ne dirait pas. Les mots très expressifs d'une souffrance jamais guérie, une ancienne chanson qui rend joyeux. Je suis sûr que Baya, tu as dansé sur l'air de cette chanson. Elle est devenue rouge comme un citron. Pourquoi Baya? Chanson qui rend joyeux, mais en réalité, cette chanson, je vais vous le dire, et a fait des milliers dans Tikshbila. يوني زيد ذاك الكائن ما يموت في كل شيء.
D'accord. Et maintenant, comme ça, c'est bon? Donc, alors c'est des vagues, des milliers de personnes avec un ballon derrière le dos qui traversaient l'Andalousie pour arriver au bord de mer. Alors, pour traverser, les paysans andalous imposaient donc aux musulmans de prendre un verre de vin, qui pour eux c'était haram. Ils leur imposaient. Donc, ils disent ديك الكاس اللي عطاوني ce verre qu'ils m'ont donné الحرايمية ما يموتش جاني اخباره في كل شيء جاوني اخباره tout le monde comprend في كل شيء c'est une cara comment ça une Asia s'il te plaît c'est pas une carrosse non une calèche voilà une calèche à l'époque voilà donc l'objet de ce quatrième ouvrage donc au temps des janissaires et de réviser une période importante de l'histoire de notre pays, celle de la présence turco-ottomane qui a duré plus de 315 ans. Les jeunes de maintenant ne savent pas que les turco-ottomans ont occupé ce pays pendant 315 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Bon, la question que l'on peut se poser, quel est l'apport de ces Turcs ottomans? Certaines personnes disent qu'elles ont répondu aux dynasties berbères régnantes au Maghreb, martyrisées par la puissance espagnole, parce que le pays avait une position géostratégique dont il rêvait. Il faut quand même, à la vérité, dire que cette intervention turco-ottomane ne s'est pas accompagnée d'une politique coloniale de peuplement, ni d'une expropriation généralisée. Parce que maintenant, nous sommes au الشعب تاعنا يقول لك الترك استعمرونا بمفهوم ils nous ont colonisés. Faire une différence. La colonisation, c'est quand on enlève une terre, ce matin, qu'on la garde ou qu'on la donne à quelqu'un d'autre. Ils ne nous ont pas enlevé nos terres. Ils ont pris l'impôt. Ils ont pris l'impôt. Peut-être, en histoire, il faut être clair. Il y a aussi l'arrogance, le mépris manifesté par les Turcs vis-à-vis des populations autochtones, le prélèvement fiscal arbitraire qui frise la confiscation. Et nous devons être sévères lorsqu'on parle de la présence turque en Algérie. Également, il n'y a pas eu la construction d'un État national à l'époque turque, si ce n'est la fixation déjà existante des frontières qui, déjà depuis Massinissa, elles ont existé. Ces frontières que Massinissa donc, a pu arracher à la suite des guerres qu'il a opposées à son compatriote Sifax, eh bien, ces frontières-là ont été confortées par Abdelmoumen ibn Ali, 1200 environ. C'est Ibn Abdel Ali qui a fixé définitivement les frontières de l'Ouest et de l'Est. En un mot, les Ottomans ne se souciaient pas de la culture, ils ne s'intéressaient exclusivement qu'à la rente. Le premier acte de barbarie a été commis par Arrouj lui-même, qu'on appelle Barbarousse, dès la prise d'Alger en 1530. Il fit étrangler Selim Toumi d'Ibn Mzghanna, qui était le prince d'Alger, avant d'épouser de force sa femme Salima. Non. Salima. Bon, un auteur dont je n'ai pas le nom en tête a parlé de Zafira. Mais le nom réel, c'était Salima. Non.
Merci beaucoup. C'était M. Farah. L'appelait Zafira. C'était un roman, une fiction, un roman historique. Il s'est basé sur la réalité pour écrire. Absolument, absolument. Vous savez qui vient de parler? Vous savez? Vous ne savez pas? C'est Madame Assia, la charmante Assia. Oh là là, derrière, il y a Madame Aït Msaghat, Taos. Elle est là, Madame. Je vais reprendre ma place de modératrice, Monsieur Lounès. Bon. Et nous devons revenir sur le sujet. C'est- Nous on aurons revient. le plaisir de discuter avec nos chers invités. Seulement. C'est pour ça que je vais reprendre ma place. D'accord, là, très vite. d'accord. Sinon, on va se fâcher. Madame Ayet Msaghat est une poétesse de grand talent. Bienvenue. Donc- Revenons à nos lieux de Voilà. douleur à Alger. Ben, vous savez, je vais parler maintenant de la douleur. Pour montrer la cruauté et la haine que nourrissaient certains Turcs ottomans à l'égard des Algériens, un bey de Constantine, celui-là, du nom de Chaker, au XVIIIe siècle, exigea de ses subordonnés que chaque matin, quand il sortait de son palais, il devait voir sur son passage au moins une vingtaine de têtes d'hommes plantées sur des piquets. On racontait qu'il entrait en transe en apercevant un tel spectacle. Il murmurait alors, c'est tout ce qu'il mérite. Une autre histoire, qui reste encore vivace dans l'esprit de nombreux Kabyles, pour édulcorer la barbarie que pratiquaient les Turcs dans la région d'Alger, on dit qu'un jour, un commandant de janissaires qui devait récolter les impôts s'arrêta auprès d'un chef d'un hameau. Ce dernier végétait dans l'indiligence. Il égorgea alors l'unique poulet de ferme qu'il possédait pour faire honneur à son invité de marque, c'est-à-dire à ce commandant. Ce chef de tribu avait un garçon qui était âgé à peine de 5 ans. Et il se mit à pleurer en voyant le poulet. Sa mère lui donna une cuisse pour le calmer. Et lorsqu'il présenta le plat de couscous avec le poulet, le commandant des janissaires constata qu'il manquait une cuisse. Il entra dans une terrible colère et demanda où était passée sa cuisse. Le pauvre chef de tribu bafouilla quelques instants en tremblant, puis finit par avouer la vérité. Le commandant turc exigea qu'on lui ramène sur le champ le garçon et avec rage, il écartela, oui, le garçon, et en criant, c'est ainsi que je tue celui qui me désobéit. Depuis le début de l'humanité, l'homme a utilisé la torture pour faire parler, pour punir, pour tuer. Et ce n'est un secret pour personne que la torture à l'époque médiévale était, bien entendu, particulièrement désagréable. Je ne peux pas vous dire qu'il y a eu tel lieu de torture. C'est tout le pays qui était tel lieu de torture. En matière de torture, les bourreaux rivalisaient d'ingéniosité pour dégoter des méthodes toujours plus sordides, toujours plus cruelles. En voici quelques-unes. La torture appelée la chaise ou le berceau de Judas. C'est une pratique de torture particulièrement atroce. Son fonctionnement. La victime est positionnée sur le sommet d'une pyramide de manière à ce que son poids repose sur ce minuscule espace qu'est le sommet. La pointe de la pyramide était tellement enfoncée dans les parties intimes du supplicié. Pour les plus récalcitrants, un poids était fixé à chaque pied de la victime pour alourdir le corps et accroître la douleur. La cage, c'est un espace clos, suspendu dans les airs, accroché à un arbre ou à une potence. Son fonctionnement. La victime était placée à l'intérieur de la cage et l'on attendait tranquillement que des oiseaux viennent le dévorer. Le public pouvait assister à ce spectacle morbide tous les jours et suivre la progression de la torture en direct.
la poire d'angoisse, ou encore la poire d'étouffement. Il existe bien entendu différents types de poires pour ce supplice, son fonctionnement. En règle générale, la poire était introduite dans la bouche à l'aide d'un système de vis. On élargissait la poire jusqu'à son ouverture totale. Autant dire que l'intérieur des cavités, les muscles, les tendons, les os, éclatés en mille morceaux. Oui, c'est cruel. Ça existe en Andalousie, ça existe aussi chez nous. L'empalement avec un bambou tueur. Comme son nom l'indique, cette torture consistait à empaler une victime sur un long piquet en bois. L'empalement réussi était celui où le piquet pénétrait de part en part la victime de manière à ce que la pointe du piquet ressorte par la bouche. L'écraseur de tête. L'écraseur de tête. C'est horrible. Son fonctionnement. La tête de la victime. Hein? Je sais. Je sais. La vie est ainsi faite. Il faut qu'ils apprennent tout à tout âge. Voilà. Bon, alors les enfants, n'entendez pas. Là, je vois un enfant qui dort sur l'épaule de sa maman. L'autre, c'est des grands enfants. Donc l'écraseur de tête, son fonctionnement, la tête de la victime était placée dans un étau avec le menton reposant sur une barre inférieure et du haut de la tête. Chaque partie du visage se détruisait l'une après l'autre. D'abord les dents qui éclataient dans la bouche, les yeux qui sortaient de leurs orbites et enfin le cerveau finissait par s'échapper des fissures causées dans le crâne. La fourche. Ce supplice était pratiqué lors de l'Inquisition et était destiné à un usage à long terme car les victimes mouraient souvent de fatigue. Enfin, la poire d'angoisse. Bon, on a cité, donc on n'en revient pas. On parlera de tout ça justement. Ouais. Alger, vous savez, est devenu un centre des affaires en Méditerranée, tout en représentant une société à laquelle la main de fer de l'Église n'a pas prise. Les renégats chrétiens venus d'Europe rejoignaient les corsaires d'Alger. Au XVIIe siècle, sur une population algéroise de 100 000 habitants, 30 000 sont des renégats chrétiens, des Turcs de profession, en majorité des Corses, d'après Fernand Braudel. On y dénombre également des Italiens, des Espagnols, des Insulaires, des Baléares et même des Français, des Anglais, des Hollandais, des Russes, des Indiens mexicains, des Mongols. Et 15 000 sont juifs de tous les pays. Le commerce des captifs chrétiens était particulièrement florissant. Et c'est pour répondre un petit peu à la France, les pays européens qui disent, bon, Alger, c'est un repère donc de quoi? De pirates, de brigands, etc. Or, Alger, il y a plus d'Européens que d'Arabes d'Alger. Et les Européens de toutes j'allais dire les races. Enfin, la course connaîtra sa descendance au XVIIIe siècle. Maintenant, et pour terminer, je vous en parle un peu, assez rapidement, sur les édifices nommés bagnes, les bagnes du roi. Vous savez, quand on arrête quelqu'un, on le met dans un bagne. On ne le met pas dans une tôle, en prison. On le met dans un bagne, un bagne. Alors, pour être plus clair, le roi garde ses esclaves captifs. Beaucoup sont chrétiens, bien entendu. Mais quand je dis chrétiens, de tous les pays d'Europe. À propos de bagne, là il dit le grand bagne, et il est fait comme un cadre, quoique pas parfaitement, car il est plus en longueur qu'en largeur.
il est reparti en haut et bas avec beaucoup de chambrées et au milieu une citerne d'eau. À côté et en dessous, je trouve quand même une église, ou un oratoire des chrétiens. Ce grand bain se trouve dans la grande rue du Souk, rue étroite qui traverse Alger et qui porte le nom de Bab Azoun, en allant vers Bab el-Oued. Les esclaves du grand bain sont toujours enfermés et fort bien gardés. L'autre bagne, appelé la Bastarde, n'est pas aussi grand, mais il se partage en beaucoup de chambres. On y met particulièrement les chrétiens du commun, que l'on appelle esclaves du Makhzen, parce qu'ils appartiennent à la communauté et à la ville. Et que l'ARA, des janissaires, les emploie à des services et à des travaux d'unité publique. Située dans la commune de Belouizdad, à Alger, la grotte de Cervantes, vous connaissez Cervantes? C'est le célèbre écrivain espagnol, Miguel de Cervantes, qui s'y est réfugié alors qu'il tentait de s'évader au cours de ses 5 années de captivité entre 1575 et 1580. Elle est connue parce qu'elle a permis à Miguel Cervantes, son frère Rodrigo et ses compagnons, ils étaient 13, après avoir été capturés par les barbaresques, de se cacher en espérant pouvoir s'échapper vers l'Espagne après dépendre. Et enfin, vous savez que Miguel Cervantes, en ayant eu quand même la liberté, parce qu'il a été racheté en 1580 avec d'autres prisonniers espagnols, et il s'est rebâti sur l'écriture et il a écrit son œuvre Don Quichotte. Enfin, je termine. N'applaudissez pas encore, madame, parce qu'il faudrait que les applaudissements soient généraux. Mais قريب. Non, je suis sûre. Et vous ne savez pas qu'elle est stressée, je dis, donc tranquillisez-vous. Et bien sûr. Psychiatre, on en a tous besoin, même moi-même. Donc, je termine pour dire qu'il serait utile de rappeler que la course ne fut pas l'apanage des seuls musulmans. Les Occidentaux disent que la course, les pirates, les corsaires, c'est des musulmans. Elle ne fut pas l'apanage des seuls musulmans. Il y a d'ailleurs un occidental, l'historien Mas Latry, écrit: les meilleurs auteurs sont tous d'accord pour reconnaître que la piraterie s'est développée aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans. La course était absolument et réciproquement prescrite par les chrétiens et les arabes. Elle a été un fléau permanent et irrémédiable au Moyen-Âge. Il faut ici rejeter ces préjugés historiques qui mettent au compte des seuls arabes la déprédation des corsaires de la Méditerranée. Le mal était universel, en fait. Il touche toute l'humanité. Et depuis le début de l'humanité, le mal était donc universel. Nous croyons que la statistique des forfaits dont la Méditerranée a été le théâtre du XIIe et XVIe siècle, s'il était possible de la dresser, mettrait à la charge des chrétiens une quote-part fort lourde dans l'ensemble des pillages et des dévastations maritimes que nous rejetons trop facilement sur le compte des barbares. C'est d'ailleurs ce terme qui est à l'origine de la mauvaise réputation des corsaires algériens, comme nous l'explique Cervantes lui-même dans sa topographie de l'histoire d'Alger. Ressource principale de l'économie, pourvoyeuse de richesses, la course est reconnue et encouragée par les États comme une activité légale. Il s'agit bien de courir sur un navire de commerce. Pour cela, les corsaires étaient munis d'autorisations appelées lettres de marque. Est-il utile de rappeler ici que la première lettre de marque fut délivrée par Philippe Auguste en mai 1206 pour courir dans la Manche. La course remonte au moins au XIIIe siècle. Elle n'est donc pas estampillée musulmane ou chrétienne, maghrébine ou turque. La lecture inquisitrice charge les Turcs et les Maghrébins de tous les maux liés à la course, à la piraterie
à l'esclavage, comme si ces activités horribles et innommables étaient l'apanage des seuls musulmans, donc de l'islam, comme si le monde chrétien avait été exempt de tout reproche. La piraterie est une plaie qui laisse des traces indélébiles dans l'histoire de l'humanité et touche toutes les religions et toutes les races, mais elle a aussi permis des échanges commerciaux, brisant des monopoles de développement la culture mondiale. Mesdames et messieurs, hier comme aujourd'hui, c'est l'histoire que l'on convoque pour interpréter les faits actuels. On la manipule aussi, l'histoire. On l'instrumentalise à rebours de ce qu'elle nous apprend quand on est révolu, quand on est résolu à chercher ou à approcher sa vérité. C'est pour cette raison qu'à l'époque contemporaine, et probablement pour de longues périodes encore, nous sommes mis en demeure de travailler à une saine vulgarisation des épisodes les plus décisifs de notre passé, indépendamment de nos professions et convictions. Merci beaucoup, Madame Zafira, de nous avoir donné l'occasion de traiter de ce sujet qui est très important et que nous devons vulgariser. Assalamu alaikum. Ah, Madame. Maintenant que tout le monde a applaudi, vous n'avez pas, c'est en retard. Hein? Moi qui craignais que cette rencontre allait être bien triste, mais grâce à votre intervention, on arrive quand même à garder le sourire et voilà, et à rester joyeux. Alors, je voudrais que l'on passe maintenant à Monsieur Mahmoud Boudaren. Vous êtes psychiatre et vous avez publié un ouvrage intitulé La violence sociale en Algérie. Alors, d'abord, une question peut-être un peu plus générale. D'après vous, qu'est-ce qui pousse l'être humain en général, de manière globale, à réfléchir à des méthodes cruelles et barbares pour faire souffrir physiquement son prochain? Parce que, bon, pour le coup, c'est pas spécifique à l'Algérie, mais je pense que le micro fonctionne. Allez-y, il faut juste la rapprocher. Merci, Madame. Merci de m'avoir invité à cette rencontre débat. Bonjour à tous. Je crois que votre question ne devrait pas être posée au psychiatre que je suis. C'est une question qui devrait être posée à un anthropologue, peut-être à un sociologue, ou peut-être un spécialiste d'éthologie animale. Pourquoi pas? Oui, parce que vous savez, les mots cruauté, barbarie, ce sont des mots qui sont qui appartiennent plus au lexique des sociétés civilisées, des sociétés cultivées, éduquées, des sociétés qui rejettent la souffrance et la douleur, qui n'acceptent pas la souffrance et la douleur. Les sociétés éduquées, civilisées, ce sont des sociétés qui ont de l'empathie, qui ont de la générosité. Et les individus qui vivent dedans, ce sont des individus aussi qui sont capables de se mettre à la place de la personne qui souffre et de savoir ce que c'est la souffrance, de telle sorte à ne pas l'infliger. Mais c'est aussi des sociétés, même si ces mots cruauté et barbarie appartiennent au lexique de ces sociétés, M. Younes Karim vient de nous dire que même les sociétés dites évoluées, civilisées, qui sont allées à l'assaut des nations primitives, etc., pour les civiliser, ont utilisé la cruauté et la barbarie, les ont instrumentalisées. Donc, si vous voulez, c'est un problème très compliqué. Mais l'objectif de toute forme d'agression de telle sorte, c'est en fait c'est prendre un territoire. C'est un problème de territoire en fait. C'est un problème d'appropriation de territoire. Les colonisations, les occupations que nous avons connues, que l'Afrique du Nord a connues, que la Numidie antique a connues, ce sont des problèmes liés justement à cette appropriation des territoires et à la spoliation des populations indigènes à la fois de leur territoire, mais très souvent aussi de leur identité, puisqu'on les a aliénés.
Et l'aliénation, c'est vraiment la violence, une violence absolue. C'est la violence par excellence. Quand on demande à quelqu'un de ne plus exister, et ou d'exister dans la culture ou l'identité de celui qui est venu prendre possession de ses biens, ça participe d'une violence plus que cruelle. C'est plus que barbare. Ce type de comportement, c'est la cruauté, la barbarie, elle a un objectif, c'est soumettre la personne qui est là, c'est la dominer et donner l'exemple aux autres. c'est lui prendre tous ses biens. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à Oui, votre oui, question. bien entendu. C'est clair que, effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas que dans les sociétés dites non développées que cette violence existe. Donc c'est aussi lié à l'humain, cette violence que l'on peut trouver chez certains et pas chez d'autres. Oui, je crois que c'est peut-être le psychiatre que j'interroge là. Oui, je crois que enfin c'est pas vraiment le psychiatre qui réfléchit. J'essaie de réfléchir au fur et à mesure aux questions que vous me posez parce que ça ne relève pas vraiment de mon métier, de ma compétence de psychiatre. Je vous l'ai dit, ça relève beaucoup plus mais je n'ai pas peur de mettre les pieds dans l'anthropologie ou dans la sociologie, hein. Même si je me trompe, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la violence, au-delà de son aspect d'appropriation des territoires au sens physique du terme, elle a aussi un aspect psychologique, ou un aspect plutôt émotionnel. Et on connaît le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Il ne l'a pas tué, c'est le meurtre originel. Hein. Il ne l'a pas tué pour lui enlever son territoire. Il l'a tué parce qu'il était jaloux de lui. Donc, certaines émotions, certains vécus, certaines caractéristiques psychologiques peuvent amener les individus, sans qu'ils le comprennent forcément, sans qu'ils en aient conscience nécessairement, peut amener l'individu à commettre des actes de cruauté. Et c'est depuis effectivement l'aube de l'humanité. La violence existe depuis l'aube de l'humanité et l'humanité a essayé de trouver des solutions pour que la violence ne soit pas mimétique, pour que la violence n'appelle pas la violence d'une certaine façon, pour qu'il n'y ait pas d'escalade de la violence. Les sociétés ont petit à petit essayé d'apporter des solutions. Et une des solutions qui a été apportée à l'aube de l'humanité, c'est les rituels sacrificiels, c'est les meurtres sacrificiels. Et quand il y a une logique d'anomie, de désordre social important et de violence qui va dans tous les sens, les sociétés décident de sacrifier une personne. À l'époque, c'était les femmes et les enfants, c'était des femmes et des enfants. On les sacrifiait justement pour calmer les esprits, pour calmer les mauvais génies, pour appeler comment on appelle ça, pour demander aux dieux d'être plus cléments, etc. Donc, on sacrifiait des personnes pour pouvoir justement réduire cette... Aujourd'hui, on le fait, les sociétés modernes le font, la peine de mort. Quand on appelle à la peine de mort, c'est une façon justement c'est une espèce de catharsis sociale qui fait que on sacrifie quelqu'un, même quand on lui trouve une légitimité dans la loi, etc., comme la peine de mort. Donc, c'est sacrifier quelqu'un pour éteindre la violence qui a émergé, qui progresse dans la société. Et puis, un peu plus tard, quand les sociétés se sont un peu mieux, on va dire, civilisées, entre guillemets, hein, ce mot, on peut en discuter comme on veut, hein, on peut en mettre ce qu'on veut dedans. Vous connaissez tous, on connaît tous Abraham, le sacrifice d'Abraham, quand il a voulu sacrifier son fils, et puis après on lui a donné un mouton, et puis depuis c'est le sacrifice des animaux. Hein, on sacrifie les animaux parce que c'est une façon aussi c'est des rituels comme ça sacrificiels pour éteindre la violence sociale. Et aujourd'hui, même les animaux, quand on regarde avec la protection, les sociétés protectrices des animaux, même les animaux aujourd'hui, on n'a plus le droit de les sacrifier, on n'a plus le droit de les agresser, de les violenter, on n'a plus le droit d'avoir la cruauté
de faire preuve de cruauté ou de barbarie vis-à-vis des animaux. Je vous remercie. Alors, par rapport à ce qu'évoquait Monsieur Younes, et donc compte tenu de notre histoire et de toutes les invasions et voilà et de la colonisation que l'Algérie a subie, donc tout en restant sur on va dire le périmètre d'Alger, mais ce sont des questions qui interrogent notre pays. Est-ce que vous pensez que finalement, de fait de toutes ces invasions et colonisations, notre société, quel a été l'impact de ces invasions, et est-ce qu'aujourd'hui, le résultat de notre société qui peut paraître violente, eh ben, c'est une conséquence de ce que l'Algérie a vécu? Oui, sans doute. Tout à l'heure, vous avez vous avez dit un mot que j'ai noté, qui m'avait interpellé. Vous avez parlé de violence. Est-ce que ce ne serait pas l'ADN de notre société? Moi, je m'inscris en faux contre. Je m'inscris en faux. Je ne sais pas si on peut dire contre. Par rapport à cette idée, moi, je pense que les sociétés, on devient violent. On nous amène. On n'est pas violent. On nous amène, même si à l'intérieur de notre cerveau, nous avons une petite glande qui est spécialisée dans l'agressivité, etc. Mais nous avons aussi les grands hémisphères cérébraux qui disent non, qui commandent et qui disent non, il ne faut pas être agressif. Donc nous avons un petit quelque chose là-bas dans notre tête. Mais cela ne fait pas de nous des personnes ou des individus violents. On devient violent. Alors ce n'est pas inscrit dans nos gènes, mais c'est inscrit dans notre histoire. Et la violence est toujours liée au traumatisme psychique, et il y a une espèce de logique qui peut être contestée, mais qui, de mon point de vue, peut être vraie. C'est qu'on a tendance à reproduire ce qui nous a été infligé. Donc, et quand on a eu nos parents, par exemple, par rapport à la guerre d'Algérie, moi, dans mon métier de psychiatre, il m'est souvent arrivé d'entendre des personnes âgées qui sont très angoissées, très irritables, très hargneuses, très agressives parfois, avec leur entourage. Hein. C'est pas une grosse agressivité, mais ça reste quand même une violence qu'on inflige à son entourage. Et souvent, ces personnes disent que c'est les séquelles de la guerre. Et on fait pas toujours très attention à cela, mais il y a c'est inscrit un peu dans notre mémoire, dans notre inconscient et dans notre inconscient collectif aussi. Donc ce traumatisme est là, et il est générateur de comportements. Il peut être à l'origine de comportements violents et agressifs. Et il se transmet, il est transgénérationnel. Donc il se transmet de génération en génération parce qu'il est inscrit dans la mémoire collective. Justement, c'est le processus de transmission. Mais il n'y a pas que ça. Parce que quand on regarde, par exemple, la guerre d'Algérie, la colonisation française, c'est une colonisation plus barbare que ça. On peut pas faire plus barbare que ça. Mais la violence, comme dit Fanon, la violence a appelé la violence parce que, au bout d'un moment, les autochtones, les indigènes devaient réagir par la violence. Donc, ils devaient infliger la violence, un peu, pas par mimétisme, mais plus par réaction. Mais le problème, c'est que la guerre d'Algérie, elle a concerné les colons. Mais quand on regarde l'histoire du FLN, à l'intérieur du FLN, comment les choses se sont passées, on se rend compte que le FLN a reproduit d'une certaine façon la violence dont il a été victime. Il y a eu des purges à l'intérieur du FLN, des assassinats, etc. Et ça, d'ailleurs, moi je pense que l'assassinat d'Abans, dans mon livre sur la violence sociale, j'ai dit que c'était le meurtre originel. Et c'était le meurtre qui a profané la révolution. Parce que la révolution algérienne était sacrée. Et cette sacralité a été profanée par ce meurtre-là, parce que c'était un peu le père de la révolution, puisque c'est lui qui a initié le congrès de la Soumam, la plateforme, etc. C'est ça qui a donné un peu une ossature, une colonne vertébrale à la révolution algérienne. Et puis après, on sait ce qui s'est passé. Donc, d'une certaine façon, la violence, elle est transgénérationnelle,
et elle peut, je ne sais pas si je peux utiliser le terme sauter, passer d'un bourreau à un autre bourreau. C'est-à-dire le bourreau, la victime peut devenir elle-même bourreau à un moment donné. Voilà, donc après, évidemment, et puis après, bien sûr, on peut en discuter, hein, on peut en discuter dans les débats, vous pouvez avoir une autre opinion, ça n'est que mon opinion et elle est discutable. D'accord. Et du coup, oui, bien sûr, je vais lui passer le micro. Je vais aller dans le sens de ce que a développé notre ami, en faisant référence à un psychopédagogue ukrainien. Vous permettez que je ne cite pas tout le nom, parce qu'il est immense. C'est compliqué à prononcer. Mais j'ai retenu qu'il s'appelait Makarenko. Makarenko dit, nous sommes, on est ce qu'on est devenu. Comme l'a expliqué si bien notre ami le psychiatre, si aujourd'hui je suis mauvais, c'est parce que, les parents m'ont élevé dans un cadre qui ne peut donner qu'un méchant garçon. Si j'ai été frustré dans ma vie, et ben aujourd'hui je montre mon niveau de frustration. Donc, tout ce que j'ai entendu jusque-là, je suis très content de vous dire que Makarenko, on est tout à fait d'accord, en simplifiant, on est ce qu'on est devenu. Madame. Merci. Mais alors, en même temps, on a aussi le sentiment qu'il y a un certain tabou par rapport à peut-être à des périodes de notre histoire ou par rapport à certains lieux. Si l'on prend l'exemple de la prison Serkaji, donc qui est une prison comme il en existe partout, ou bien de la Villa Sésini, qui ont marqué l'histoire d'Alger. Certains, peut-être la nouvelle génération ne connaissent pas exactement l'histoire de ces lieux-là, mais en tout cas, les gens, il y a comme un tabou autour de ça. On n'en parle pas. C'est-à-dire, tout le monde sait ce qui s'est passé, ce que les gens ont vécu dans ces lieux-là, et pourtant, personne n'en parle. C'est un peu l'expression "insan ham yinsek". Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui peut expliquer ce silence? Alors, juste pour revenir sur ces deux lieux, en tout cas sur la prison Serkaji, aujourd'hui, il y a un projet pour que cette prison-là devienne un musée. Alors, Monsieur Moukadem, qui n'est toujours pas arrivé, était censé nous en parler parce qu'il a travaillé sur ce projet-là en tant qu'architecte et photographe. En tout cas, l'initiative est très intéressante parce qu'elle va permettre réellement de dialoguer avec le public et puis de parler des pans d'histoire qui ont été vécus dans cette prison. Et il semblerait qu'il y ait à peu près la même initiative au niveau de la Villa Sésini. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi est-ce que la société n'en parle pas de manière aisée? Est-ce que c'est parce que ce sont aussi des lieux fermés? Je ne sais pas si c'est la société qu'il faut interpeller concernant ces lieux. En tout cas, ce n'est pas la société civile qu'il faut interpeller. Par contre, moi je pense qu'il faut interpeller la société politique, les pouvoirs publics, l'État. Parce que d'abord il y a le traumatisme. Voilà. Et souvent le traumatisme, quand il est important, quand il est déstructurant, on a tendance à l'étouffer. On a tendance à le différer, à ne pas en parler. On a tendance à mettre le couvercle au puits, d'une certaine façon. Oui, voilà. Comme on dit. Mais mettre le couvercle au puits ou à la marmite est une démarche qu'on peut dire volontaire. C'est une démarche voulue, délibérée. Mais il y a cette capacité que l'individu a, cette capacité psychique que l'individu a pour oublier un certain nombre d'éléments qui ont été à l'origine d'un traumatisme. Et les gens, d'ailleurs, qui n'oublient pas,
nous, on connaît très bien ce syndrome-là, ce qu'on appelle le syndrome l'état de stress post-traumatique. C'est justement une situation pathologique, morbide, la personne est malade, qui fait que le souvenir du traumatisme revient systématiquement à la mémoire. Quand il y a un élément dans l'environnement immédiat qui rappelle ce souvenir, comme par exemple l'explosion d'une bombe ou quoi, ou la vue du sang, et l'événement revient, ou alors des cauchemars. Mais généralement, on a cette possibilité, cette faculté à oublier pour qu'on soit bien, pour qu'on soit momentanément bien. Alors, à l'échelle de la société, à l'échelle de l'État, je pense que ce n'est pas une bonne chose, effectivement, de mettre... C'est comme pour la décennie rouge. On a décidé de tourner la page précipitamment alors qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été dites, il y a des vérités qui n'ont pas été mises au jour, il y a des réparations qui n'ont pas été faites pour les victimes, il y a un pardon qui a été attribué à tout le monde au nom de la loi. Tout ça fait partie de cette volonté délibérée de tourner précipitamment la page et d'oublier. Alors, pour ce qui est, il ne faut pas oublier que ce que nous avons vécu, que ce soit pendant la guerre d'Algérie, que ce soit durant la décennie rouge, étaient des périodes où les victimes ont été dépouillées de leur humanité. Elles ont été chosifiées. C'est-à-dire, quand les Français sont arrivés ici, les Algériens, pour eux, ceux qui étaient là, n'existaient pas. C'était pas des êtres humains. C'était même pas des animaux. Ils n'existaient pas. Ils étaient chosifiés. Et la barbarie terroriste des années 90 s'est inscrite dans la même logique. Quand on éviscère un enfant ou une femme, ça participe de ça. On a déshumanisé, on a chosifié, on a dépouillé de leur humanité les victimes. Et je pense que c'est un traumatisme qui est une violence qui est terrible. Et on peut comprendre qu'on ait tendance à vouloir oublier ça. Mais d'un point de vue de la loi, d'un point de vue de la réparation, on a victimisé une deuxième fois par l'oubli, par l'amnésie, vous avez utilisé le terme d'amnésie, on a victimisé une deuxième fois les victimes. Effectivement. Et alors du coup, aujourd'hui, on parle beaucoup de violence, d'abord de notre société. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que notre société est plus violente que d'autres? On va dire, si on devait comparer ça à l'échelle du Maghreb ou peut-être de la Méditerranée, sans aller trop loin. Et est-ce que ces violences à l'égard des femmes, par exemple, des enfants, on la trouve dans la société? Il y a une certaine agressivité. En tout cas, on le dit. Peut-être qu'on est un peu nombriliste et qu'on a l'impression que c'est toujours pire chez nous et qu'au final c'est à peu près partout pareil, mais il y a une certaine ambiance assez agressive à l'extérieur, dans l'espace public. Vous parliez tout à l'heure des animaux, mais aujourd'hui même les animaux ne sont pas épargnés lorsqu'on voit les combats de coqs ou des combats de moutons, de béliers, enfin voilà, les enfants qui s'amusent avec des chats et qui les torturent, etc. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que ça fait partie d'une des caractéristiques d'une société qui a, on va dire, un penchant pour la violence, ou qui n'a pas encore fait le deuil de son passé, ou qui a besoin de s'approprier son présent, en tout cas? Oui, là, on revient à ce que je disais au début. Quand une société est éduquée, elle s'élève, elle se civilise, elle a du respect pour les êtres humains, pour les animaux. On apprend à l'enfant, les parents apprennent à leur enfant à aimer les animaux, à s'aimer entre eux. On leur apprend la tolérance, on leur apprend à dialoguer, à discuter. Tous ces aspects-là font qu'une société évolue et cultivée. L'école aussi joue un rôle très important. Quand on apprend à un gamin à l'école avec quelle longueur de baguette un homme doit battre sa femme,
Quand on apprend à un enfant à l'école avec comment il doit égorger une femme adultère, comment on égorge une femme adultère, ça pose problème. Vous voyez, moi, je pense que ce sont des éléments, c'est fondamental. Mais ça, ces aspects-là se nourrissent, une fois de plus, comment dire, de l'ordre institutionnel, des institutions de la République. C'est le code de la famille, c'est le code du statut personnel qui fait que la femme est inférieure à l'homme, elle est mineure. Et ça quand on apprend, quand dans un lycée on sépare l'enfant, le petit enfant du petit garçon, quand on lui dit qu'elle doit pas être à côté, quand on diabolise la femme parce qu'elle est sans doute satanique, dans l'espace public, plus tard, quand il va devenir adulte, dans l'espace public, il va percevoir la femme de la même façon. C'est tout ça. Et puis, il y a, je pense, ça c'est tout ce qui a trait à la vie institutionnelle dans notre pays, hein, le code de la famille. Alors que, écoutez, je ne me rappelle plus quel est l'article de la Constitution, il y a 3 ou 4 articles de la Constitution qui disent que l'homme et la femme sont égaux. Que la femme a accès à toutes les fonctions politiques, sociales, professionnelles, etc. Ça, c'est la Constitution. Et puis le Code de la famille, qui est à un niveau inférieur sur le plan de la hiérarchie des lois, vient contredire ça. Ça pose déjà un problème. Voyez. Alors, je suis d'accord avec vous. Après, juste, je voudrais quand même qu'on recadre le sujet parce que, comme je vous l'avais précisé, par rapport à notre sujet sur la violence qui, à mon avis, nécessiterait plusieurs autres sous-thèmes, je voudrais plus qu'on oriente notre conversation sur la société en règle générale et pas forcément sur le débat politique parce que nous n'en sommes pas un lieu, mais en même temps tout est lié, je suis d'accord avec vous. Mais d'un autre côté, vous parlez d'éducation et de société civilisée ou bien élevée, mais enfin la société allemande était quand même une société bien évoluée avant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas pour autant qu'ils ont basculé dans la barbarie la plus atroce. Aujourd'hui, on parle du code de la famille, je suis d'accord avec vous, mais quand on voit que dans les pays les plus émancipés, le mouvement MeToo, le harcèlement sexuel, machin, etc., et tout ce que c'est en train de faire, il y a peut-être des degrés, mais il n'empêche, il y a peut-être des degrés bien entendu, mais il n'empêche que ça reste un combat éternel. Je vais dire, malgré les lois, malgré les constitutions, malgré le développement, malgré l'égalité, malgré tout. Là, on parle de la femme, mais la question reste encore posée. Donc, non, mais vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, en France, à diplôme égal, à compétence égale, la femme est moins bien payée que l'homme. On est d'accord là-dessus. Mais en France, un mec ne prend pas sa voiture et percute une femme dans la rue et la tue parce qu'il veut en faire un objet sexuel et elle a refusé. Un mec ne prend pas un bidon d'essence et asperge une femme et il lui met le feu, il la tue. Ça s'est passé à Constantine ou à, je sais pas, quelque part à l'est du pays parce que elle a refusé ses avances. Il faut quand même, cela dit, je vous l'ai dit, tout à fait au début. Oui, c'est incomparable. On va tout de suite ouvrir le débat. C'est incomparable, bien sûr. Oui. Alors. On ne peut pas comparer des violences qui se passent en France et des violences qui se passent en Algérie. Nous avons des normes différentes. Donc vous dites que par exemple, un mec en France ne va pas prendre sa voiture pour tuer une femme parce qu'elle n'a pas accepté ses avances. L'histoire de la joggeuse qui a été assassinée par son propre mari et qui est partie à ses funérailles en France. Je suis désolée, il faut oublier ça. Oui. On est d'accord, je suis d'accord. Mais je vais. Allez-y, on va. Pas grave. On arrive à mettre sur un pied d'égalité ou sur une violence, on arrive à faire des comparaisons de violence. Il n'y a pas de comparaison de violence. Non, je ne compare rien du tout. Non, laissez-moi finir mon raisonnement. Ensuite vous réagissez. Je vais aller loin, je vais avancer un peu dans mon raisonnement. Peut-être que je me ferai mieux comprendre. Hein, mais je ne compare pas du tout. Hein. Ce que je voulais dire, c'est qu'ici, ces violences-là ne sont pas des violences qui s'inscrivent dans la délinquance ordinaire. Ce sont des violences qui se nourrissent de préjugés,
notamment de préjugés religieux qui font que la femme ne doit pas fréquenter l'espace social au même titre que l'homme. C'est uniquement la comparaison et uniquement là, et pas dans l'acte en lui-même, d'accord. Mais pour revenir à pourquoi la femme, je le disais tout à fait au début, je pense que depuis l'aube de l'humanité, c'était un objet sacrificiel. La femme, c'était elle qu'on sacrifiait éventuellement quand on veut éteindre la violence dans la société. Et je me demande si, parce que quand on regarde un peu nos sociétés, les traditions, la société, le fonctionnement traditionnel des sociétés, je ne sais pas si le livre de Pharaon, Fouroulou, quand sa jeune sœur va voir la mère pour lui dire voilà, Fouroulou m'a frappé, sa mère lui dit c'est ton frère, que Dieu te le garde. C'est une façon de valider la domination du petit garçon sur la petite fille. Donc, non seulement elle valide la domination, mais elle valide la soumission. Elle demande instamment à la petite fille de se soumettre au dictat de son frère. Et ça, c'est la femme qui perpétue cela. Et puis, il y a aussi un autre exemple que je voulais citer à ce sujet. Dans l'ancien temps, les femmes, quand elles accouchaient, elles n'accouchaient pas dans des draps blancs, elles accouchaient sur de la paille. Et quand c'était une fille qui naissait, il y avait une phrase rituelle qui disait jetez-la avec la paille. Jetez la fille avec la paille. Donc on voit bien que dans le fonctionnement des sociétés, fonctionnement traditionnel des sociétés, la place de la fille ou de la femme n'était pas vraiment enviable. Oui, voilà, donc c'est des formes de violence sociale. Mais ce n'est pas de la violence ordinaire, la violence liée à la délinquance ordinaire. Vous vouliez parler tout à l'heure justement de l'urbanisation. Bon, toujours restons sur Alger, qui a été peut-être, enfin, dont les codes n'ont pas forcément été respectés et qui peut-être engendre une certaine, on va dire, nervosité, on va dire, entre les êtres. Pouvez-vous en parler? Oui, je pense que l'organisation, les sociétés construisaient leur environnement, les villes, d'une façon géniale, intelligente. Et ils réservaient des espaces où les individus pouvaient aller se retrouver, se connaître, tisser des liens. La Houma, le quartier. Et l'appartenance à la Houma était un gage de protection. Quand les gens te connaissent et te reconnaissent comme étant des leurs, tu es protégé. Une femme qui passe dans le quartier, tout le monde sait qu'elle est du quartier, il ne viendra à l'esprit de personne de l'agresser. Au contraire, elle était sous la protection. La Naya, elle était sous la protection des gens du quartier. Et l'urbanisation qu'ils sont en train de nous faire aujourd'hui est une véritable catastrophe. On connaît tous ce qui s'est passé à la cité Ali Menjli, à Constantine. Il y a des bandes rivales qui se battent sans arrêt. Et puis, il y a eu 2 petits-enfants qui ont été enlevés et violés et assassinés par des délinquants, une délinquance ordinaire. C'était des délinquants, ils ont trouvé 2 petits gosses, l'occasion crée le larron, et il s'est produit ce qui s'est produit. Mais si à la cité Ali Menjli, il n'y a pas de nom, la toponymie n'existe pas dans ces quartiers-là. C'est unité de voisinage 2, unité de voisinage 3, unité de voisinage 4. Et les délinquants qui ont tué les gosses étaient de l'unité de voisinage 2, les enfants étaient de l'unité de voisinage 4. Donc ils ne se connaissaient pas, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace où les gens peuvent se retrouver, une place publique, et puis en plus il n'y a pas d'espace, culturel, il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de salle de sport où les gens peuvent aller se rencontrer, faire créer des liens, se connaître, apprendre à s'aimer, à se tolérer, à discuter, etc. Donc c'est tout ça qui... Oui, effectivement. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire, malgré tout, est-ce qu'aujourd'hui, c'est à peu près pareil qu'à l'époque, ou peut-être un peu mieux quand même qu'à l'époque d'Alger sous régence turque. Quelque part, la violence, elle a changé, mais elle perdure malgré tout.
C'est quand même ce qui peut paraître étonnant, pas forcément pire aujourd'hui. On n'a pas forcément, peut-être qu'on... Bon, l'humanité s'est quand même développée, mais ce bouillonnement que l'on peut trouver à Alger, qui existait à l'époque des Turcs, pendant la guerre d'Algérie et aujourd'hui, est-il le même? Est-il amoindri? Est-il pire? Est-ce qu'on se pose la question déjà? Parce que on a toujours cette tendance bon, c'est normal, on vit dans notre époque, et à penser qu'aujourd'hui c'est toujours pire qu'avant. Et les générations viennent. Mais au fond, la société a changé, elle a évolué, qu'on le veuille ou pas. Non, je ne sais pas ce que vous avez. Je donnerai la parole aux deux. Les violences spécifiques, je pense qu'elles sont les mêmes. Mais la violence sociale, force est de constater qu'aujourd'hui, la société algérienne est plus violente. Il y a 30 ans, elle n'était pas comme ça. Il y a 30 ans, elle n'était pas comme ça. Il y a les enlèvements d'enfants, les viols. Et peut-être parce qu'aujourd'hui, on en parle aussi. Oui, il n'y a pas que ça. C'est pas? Non, il n'y a pas que ça. Il y a pas... Mais enfin, peut-être qu'on va laisser la salle parler. Oui, on va. Enfin, moi, je pose des questions et ensuite chacun réagit. Monsieur Karim, vous avez quelque chose à dire? Le micro. Votre cartable. Mon cartable. Non, parce que je pensais que c'était l'heure de sortir. Alors... depuis tout à l'heure. Donc, رحنا France, Uruguay, Brésil, Belgique, on reste dans la violence. Non, moi je dirais que la violence a tout le temps existé. Un terrain de football, pour moi, c'est très violent. Hein. C'est pas pour dire, mais... La violence a existé depuis l'émergence de l'humanité. Par la suite, l'humanité en évoluant, elle a évolué également, ses codes ont évolué. Et chaque code répond à des besoins spécifiques de la société. On ne peut pas dire aujourd'hui que... C'est vrai que dans la connaissance d'histoire que nous avons, la période médiévale est celle qui rivalise de violence. Et qui est à la naissance de cette violence? C'est l'Inquisition espagnole. C'est l'Église de l'époque, pas d'aujourd'hui, de l'époque. C'est la culture de l'Église de l'époque. Par la suite, les choses ont évolué, l'école a évolué, les sentiments ont évolué. Bon, donc la violence également s'est un petit peu estompée par rapport donc, à cette école qui a prodigué des connaissances, un humanisme, etc. Mais la violence étant née dès le début de l'humanité, elle est toujours en nous. Il y a ceux qui réussissent à la contenir et ceux qui libèrent leurs instincts. Demain, sera-t-il comme aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais je crains que la violence durera tant que nous existerons. Oui. Je crains que ce sera ainsi, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va s'améliorer. Si l'école s'améliore, l'éducation s'améliore, si la famille fait l'effort. Nous, par exemple, nous avons reçu une certaine éducation à l'époque, en tout cas ma génération à moi. Une génération où les mamans éduquaient l'enfant, éduquaient le truc. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la télévision, c'est les jeux, donc, les jeux, comment on appelle ça, électroniques. Les jeux électroniques, c'est la violence. C'est ça le problème. Moi, je vous dis, Makarenko, en une phrase, il a dit ce que nous devons comprendre. On est ce qu'on est devenu. L'école fait de nous ce que nous sommes, l'université aussi, le pouvoir politique aussi, la culture de façon générale aussi. On est ce qu'on est devenu. Alors, question, je pense qu'on, voilà, là ça va bouger. Alors, qui voudrait prendre la parole? Madame. Attends, il y a la dame, honneur aux dames, et ensuite... Sandra, appelle Nora, s'il te plaît. Oui, au sommet. Alors, s'il vous plaît, une question? Est-ce que tu peux te mettre là, les deux devant moi, devant moi, s'il te plaît.
Moi, je voudrais juste... C'est bon? Je l'ai rallumé. Alors, madame, votre question ou commentaire? Une petite question, parce que, bon, qui va peut-être un peu dans le sens de votre question. Parlez juste un peu plus fort, on vous entend pas. C'est une question très courte, j'espère. Ma question est la suivante, c'est... Bon, on parle beaucoup d'agressivité, de violence et tout, mais je voudrais un petit peu comprendre, et ma question s'adresse au docteur Boudaren en particulier, mais pas exclusivement. Qu'est-ce qui fait qu'un profil identique ou similaire, un sujet ou une personne, passe à l'acte, un acte de violence, et pas une autre personne? Pourtant, ils ont le même profil, ils ont les mêmes, disons, ils mènent dans le même environnement agressif et dans les mêmes frustrations. Je ne sais pas comment on appelle ça dans votre jargon. Voilà. Okay. Et surtout, on parle toujours des causes d'agressivité, des causes de violence, mais pas souvent, peut-être pas assez, des solutions qu'on peut offrir aux enfants ou aux individus qui vivent dans notre société en particulier pour justement pallier ce fléau. Voilà, merci. Alors, on va prendre votre question, merci. Juste, Lilia, vous aviez un commentaire assez pertinent à faire aussi et ensuite on répondra à tout ça. Bonjour. Moi, je voulais savoir la thématique, c'était la douleur. C'était ni la violence, ni la souffrance, c'est la douleur. La douleur, est-ce qu'elle est transmissible de génération en génération? Moi, je prends l'exemple de la Shoah, la douleur de tout un peuple comme ça, comment elle s'est transmise? La douleur des prisons, la douleur de personnes qui sont violentées. Cette douleur, c'est surtout ça que je voulais savoir. Comment elle est transmissible et comment elle est transmissible et comment réagissent ces gens-là avec la douleur. Très bien. Est-ce qu'on va répondre à ces deux questions et on prend les autres? Monsieur Boudaren, peut-être? Micro. Le vocable de douleur, je l'ai compris comme la douleur morale, hein? Pas la douleur physique, douleur morale ou souffrance morale. Pour moi, c'est pas tellement différent. C'est pour ça que le mot douleur n'est pas venu dans mon propos. La douleur ou la souffrance, c'est lié au traumatisme qui les ont engendrés. Et c'est ce traumatisme qui est le véhicule, qui véhicule la douleur. Et j'ai dit que le traumatisme était transgénérationnel. Il n'était pas inscrit dans le gène, mais il est inscrit dans l'histoire des familles qui se le transmettent de façon par le dire, par le propos. Enfin, les gens se racontent leur histoire, mais parfois c'est pas dit. Il se transmet aussi par des non-dits, par des de génération en génération. C'est comme ça que c'est la compréhension que j'en ai, et je crois que c'est la compréhension aussi qu'ont beaucoup d'auteurs que j'ai lus à ce sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, comment est-ce que deux personnes qui ont grandi dans le même environnement, qui ont la même histoire, il y en a un qui passe à l'acte et pas l'autre? Je suis pas sûr que quand on a grandi, quand on a la même histoire, le même gène, ça dépend hein, s'ils ont la même génétique ou pas. Si c'est des frères par exemple, voilà. Donc je pense que le passage à l'acte violent a une origine multifactorielle. Il y a effectivement l'environnement dans lequel on évolue, il y a les circonstances qui amènent au passage à l'acte, mais il y a aussi l'histoire personnelle de chacun des individus.
son histoire génétique. Est-ce que vous prenez par exemple, on retrouve ça souvent quand on regarde par exemple les gens qui passent à l'acte, qui commettent des actes terroristes. Si on prend par exemple les gens qui ont commis des actes terroristes en France, quand on regarde leur histoire, elle est similaire. Elle est pratiquement similaire pour tous. Ce sont tous des enfants de l'assistance publique qui ont eu des carences affectives graves, parce que les carences affectives, généralement, détruisent, délabrent la vie psychique des individus et en font des personnes qui veulent, quand ils deviennent adolescents et adultes, prendre revanche sur la société. Donc, ça devient des personnes antisociales. Pas tous, bien sûr, heureusement, pas tous. Mais je vous dis, les gens qui sont passés à l'acte en France, quand on regarde leur parcours, pratiquement tous, ceux qui ont commis des actes, hein, je parle pas donc ils se sont retrouvés en prison, etc. Ils ont tous pratiquement la même histoire, et on a l'impression que la vie qu'ils ont menée les a réduit progressivement leur évolution, un peu comme un entonnoir, et les a progressivement conduits dans ce chemin qui ne peut être que celui-là, d'une certaine façon. Mais heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. Merci. Monsieur Amiziane, tu voulais poser une question? Une seconde. On va avancer et on reviendra là-dessus. Et après, Nadir. Pas de question, mais je voulais dire que j'ai apprécié l'intervention de notre amie Baz quand elle s'est élevée contre le fait qu'on parle, même si c'était pas votre but, hein, c'est pas la question. C'est que je pense que le plus grand facteur de violence dans notre pays, c'est justement qu'on se compare souvent et qu'on ne se regarde pas assez et qu'on ne développe pas de réflexion autonome par rapport à un regard sur nous-mêmes et libre de toute autre considération. Ça, c'est, je pense, un des facteurs immenses de violence. Sinon, quand on parle de violence, et moi j'ai fait de la sociologie, un peu d'anthropologie, il faut pas la voir toujours de manière négative. Nous sommes tous à la fois violence, bonté, nous avons le principe d'amour, le principe de violence, et l'individu a besoin d'un peu de violence pour bouger. C'est un élément dynamique. La violence n'est pas toujours un facteur. Il y a Thanatos et il y a Eros en psychanalyse ou dans d'autres univers mythologiques. Le problème, c'est qu'elle existe, elle est là, elle est latente. L'agressivité, elle est chez tout individu. Il y a des moments où elle se déclenche. Et donc, ce sont les facteurs de déclenchement qui sont souvent les plus intéressants à constater. Quand, par exemple, on me dit que depuis 3 ans, statistiques de l'ONS à l'appui, nous avons 1 million de naissances par an, pas de naissances, de surcroît de population en faisant le total des naissances. Donc ça fait 1 million de surcroît de population. C'est énorme par an. C'est un facteur de violence exponentiel. Ça veut dire que dans 5 ans, 6 ans, il faut 1 million de places en école, 1 million de places. Je veux dire, il y a tout un engendre, enfin un engendre, comment dire, un enclenchement et un enchaînement plutôt de cause à effet qui sont des facteurs potentiels de violence. Quand on sait déjà que 85% aujourd'hui de la population algérienne vit sur 13% de la bande côtière. C'est énorme. Donc là, on a des facteurs aggravants et potentiellement qui peuvent amener Et tout à l'heure, quand M. Cravignones parlait d'histoire, il nous a délicieusement torturés en nous décrivant par le menu détail tout ce que les Turcs faisaient. Non, il n'y a pas de mal. Je suis responsable. Il n'y a pas de mal. Hein. No problème. Je suis une femme violente. Donc,
Donc, quand je vous écoutais, et je me disais après tout, parce que moi aussi je suis un fou d'histoire, pas autant que vous peut-être, mais je sais qu'à l'époque c'était vraiment courant, hein, dans les peuples asiatiques, africains, arabes, berbères, tout le monde torturait tout le monde se torturait entre soi, parce que quand les éléments culturels et les éléments d'arbitrage dans des sociétés n'existent pas, il est clair que la violence augmente. Donc, mais moi, quand je pense à cette période qui reste fabuleuse, les 3 siècles de présence ottomane, c'est une histoire fabuleuse avec une dimension incroyable parce il y avait toutes ces horribles tortures que vous nous avez décrites, mais à côté, comme vous en avez parlé, Alger était la ville peut-être la plus cosmopolite au monde à l'époque dont on parle, ce qui était quand même important. Mais moi, s'il y a une douleur qui me reste de cette période ottomane, c'est que c'est le désenchantement de mes compatriotes. Il est très profond, il a des raisons, on les connaît ou on peut les développer. Si vous voulez, les désillusions qui sont nées d'après l'indépendance et tout. Mais moi, je m'angoisse quand je me rends compte que ce désenchantement, il s'étale sur une profondeur historique incroyable. Par exemple, comment expliquer la continuité de la formule, mais surtout, pas seulement de la formule, de l'esprit de Beylik, aujourd'hui encore, c'est-à-dire des siècles après, des gens disent طريق البيلك تاع البيلك يخدم عند بيلك ما راح ليش باسكو تاع البيلك parce qu'effectivement je comprends que nos ancêtres se moquaient de ce qui pouvait arriver au verger du Bey, même j'ai brûlé n'importe quoi, je veux dire mais que cet esprit soit resté, parce qu'après on a eu la couche colonialiste là-dessus qui a ramené son jacobinisme et son centralisme etc. Donc si en plus de ça, on traîne dans notre cortex, je veux dire, des notions aussi anciennes que le Beylik, moi ça m'inquiète. Voilà. Merci, merci. Alors, je sais que, voilà, Nadir et Faïra. Bonsoir. Je pense que la cruauté, comme l'a décrit si bien Monsieur Younes, est avant tout une arme. Généralement, elle se déroule sur des places publiques. Généralement, elle n'est pas destinée pour le supplicier. C'est pas le supplicier, c'est pas pour faire mal, mais pour faire peur aux gens qui entourent. Déjà, quand on regarde, le viol, c'est une arme de guerre. On touche au plus profond de l'âme de la personne. Donc, voilà, je voulais dire que c'est une arme qu'utilisent les hommes et qu'ils utiliseront toujours. Voilà. Malheureusement, merci. Alors moi, je voulais justement continuer sur ce qu'il vient de dire pour parler des violences et de la transmission transgénérationnelle des violences. C'est vraiment, si nous ne travaillons pas aujourd'hui sur cette violence-là, elle risque encore d'être plus grave. Et je trouve que ce qu'a proposé Boudaren est très juste. Il faut absolument que les pouvoirs publics, que nous tous comme on se penche sur cette question de violence pour la travailler et voir comment endiguer cette violence. Elle peut pas, alors là je suis pas d'accord avec vous, Monsieur Karim Younes, je ne suis pas d'accord que vous dites la violence et elle restera toujours. Non, tout dépend, on peut sublimer cette violence, on peut travailler, on peut éduquer nos enfants et vraiment faire des lois très justes et très bien. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Merci. Madame Baz, je pense que vous avez le micro. Oui, c'est bon. Voilà. On m'entend? Oui. Bon, j'ai la voix qui porte de toutes les manières. Moi, je voulais rebondir sur le fait que quand on parle de la violence, on a tendance justement à comparer les violences, à comparer les douleurs. Si j'en parle aussi avec passion, c'est parce que beaucoup de femmes algériennes
subissent des violences ou des douleurs qui sont tues et qui n'ont pas droit de citer. Donc, et des femmes, moi j'aimerais qu'on remette dans le contexte que les droits de la femme, déjà en règle générale en Algérie, sont très difficiles à pouvoir les arracher en tant que femme, et sont difficiles à être appliquées aussi en tant que femme. Parce que la femme, à partir du moment où elle dépose plainte, où elle est là, elle est automatiquement taxée, non de victime, mais pourquoi? Pourquoi il y a eu telle violence sur cette personne? Elle passe de victime à bourreau. Et donc, c'est pour ça que peut-être que j'ai été violente aussi envers Monsieur Boudaren quand il a parlé. Oui, mais c'était vraiment, c'est sorti des tripes, hein, parce que quand on compare des violences, on peut pas comparer des violences, on peut pas comparer des sociétés. Nous avons évolué différemment. L'Algérie est un pays qui a vécu dans beaucoup de violences durant toutes les années et les étapes dans laquelle l'histoire s'est faite. Nous sommes une société qui a beaucoup souffert. Maintenant, concernant les douleurs, moi j'aurais aimé qu'on parle des douleurs. Est-ce qu'elles se transmettent entre nous, entre génération de génération? Nous ne sommes pas une société qui a vécu une société paisible, qui a vécu en réconciliation avec soi-même. Quand on parle de violence, déjà, il y a eu Zafira, on parlait de Zafira, on parle de la femme. Oui, parce que la mère Monsieur Karim Younes avait parlé que la mère était démissionnaire actuelle parce que il y avait les jeux vidéo, donc ce n'était plus la même éducation. Mais ce qu'on perd de vue, c'est que le monde actuel s'est ouvert sur le monde entier. Donc les repères sont différents. Nous ne sommes plus dans une Algérie cloisonnée sur soi-même. Nous sommes sur le monde est petit maintenant. Le monde, l'Algérie peut être le monde, comme les États-Unis et le monde, et ainsi de suite. Il n'y a plus de frontières. Maintenant, quand on parle de violence et qu'on dit oui, à notre époque, ça n'existait pas, la pédophilie a toujours existé. C'est juste que maintenant, les moyens de communication actuels, l'information est instantanée et elle est partagée rapidement. Il y a les réseaux sociaux, sans citer Facebook, mais tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc automatiquement, l'information, même si c'est un fake, même si c'est une fausse information, elle arrive à nous. Et donc, elle est partagée rapidement et tout le monde est en alerte. Et c'est ça qui fait que, et d'ailleurs, l'information négative arrive plus rapidement que l'information positive. C'est vrai, ça. Le regard sur soi-même qu'on n'arrive pas à se faire et que je déplore en premier lieu, c'est que avant de condamner la femme ou de condamner l'enfant, condamnons avant l'homme. L'homme, quel est le rôle de l'homme dans la société, qui était avant l'homme protecteur, et non, il n'était pas là dans la castration. Quel est le rôle de l'homme, par exemple, quand on parle un homme qui ne sait pas dire « je t'aime » à ses enfants? Vous êtes combien de personnes ici qui a dit à ses enfants « je t'aime » ou à sa femme? Mais, oui, tout à fait. Le mot « amour » est déjà banni. Comment voulez-vous qu'on puisse évoluer dans une société qui puisse s'aimer, qui puisse être dans un assainissement de cette violence? Je veux dire que l'amour... parce que quand on parle d'amour, c'est pour ça que j'ai pas voulu donner l'exemple de la femme et de l'homme. J'ai voulu parce que l'amour est dans toute la société, elle est dans tous les liens. Et donc, à partir du moment où il n'y aura pas une remise en question, il faut déjà s'aimer soi-même en tant qu'être humain, s'accepter tel qu'on est, et à ce moment-là, aller vers l'autre. Et c'est là qu'on commencera peut-être à voir les choses différemment et à ne plus analyser la violence telle qu'on l'analyse actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, bien sûr, bien sûr. Question, s'il vous plaît. Bien sûr. À travers nos amis psychiatres et écrivains, on a eu un échantillonnage de la vie en général à travers le monde. C'est-à-dire que tous les défis, tous les problèmes qu'on a eus, est-ce qu'il y a une société aujourd'hui, ou à travers l'histoire, qui ont vécu sereinement? Est-ce qu'il y a un idéal quelque part qu'on aurait pu copier, par exemple? Est-ce qu'il y a une démarche saine d'une société ou d'une nation qui puisse nous donner le fil conducteur
pour qu'on puisse s'aimer, comme vient de dire la dame. Merci. Intéressant. Vous vouliez répondre? Moi, je crois qu'il n'y a pas de société idéale. Mais on peut essayer d'arriver. On peut. Moi, je pense que on peut. Moi, je pense que si on veut faire le point sur nous, il faut le faire. Oui, absolument. Dans mon livre sur la violence sociale, j'ai comparé. C'est pas une comparaison, mais j'ai pris l'exemple des pays du Nord. Ce sont des pays qui sont pacifiés, apaisés, pas parce qu'ils sont des peureux ou des poltrons ou ils ont peur, non, parce que la société est organisée de telle sorte que les mécanismes qui régulent les relations entre les différents individus sont opérants. Ce qui ne se passe pas comme ça chez nous, ce qui ne se passe pas chez nous. Et la possibilité, moi je pense que l'exercice du libre arbitre, le droit à la parole, le droit à prendre en main son destin, à construire le destin de la communauté, le fait que les uns et les autres peuvent vraiment dire les choses et participer à la construction du destin commun, parce que les institutions, l'ordre institutionnel l'autorise, le permet, l'incite. Dans ces pays-là, les citoyens sont incités à participer à la construction du destin commun. Ça aide à la pacification, à l'apaisement des sociétés. Et ça éteint la violence d'une certaine façon, parce que les uns et les autres peuvent s'exprimer dans un cadre de tolérance admise par tout le monde, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et dans la conclusion du livre que j'ai écrit justement sur la violence sociale, c'est ça que j'ai mis en avant. J'ai dit, et quelqu'un avait parlé tout à l'heure de solutions, et c'est une des solutions justement pour que la société algérienne s'apaise. D'abord, c'est qu'il n'y ait pas d'injustice sociale. C'est que la justice, quand elle s'applique de la même façon pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de privilégiés de la justice, que la possibilité, la société algérienne, 70% de la société algérienne a moins de 30 ans. 5% gouvernent ce pays, ils ont 80 ans et plus. Ça pose problème. Si demain on restitue la parole aux jeunes, à la jeunesse, ils auront, si on leur permet d'exprimer leur génie, si on leur permet d'exprimer leur volonté de construire ce pays, de participer à la construction du destin commun, je pense que la société algérienne va s'apaiser. Et alors on deviendra une véritable société démocratique où la liberté d'expression, le libre arbitre, etc. Oui, absolument. Et à ce moment-là, la société, il n'y a aucune raison pour que la société ne s'apaise pas. Et c'est un des éléments, le fait que les uns et les autres ne peuvent pas s'exprimer, ils sont interdits de parole. Écoutez, pour créer une association, c'est compliqué. Pour agir, moi j'ai voulu, nous avons voulu, un certain nombre de psychiatres, nous avons voulu créer une fondation Frantz Fanon. Frantz Fanon, c'est un psychiatre mondialement connu, qui a fait cause pour la révolution algérienne, qui est mort algérien, qui a été enterré en terre algérienne. On nous a empêchés de créer l'association. Vous voyez, donc, comme ça, ces frustrations, quand elles se multiplient, elles s'additionnent, ça met en colère les gens, ça crée de la haine, ça crée du ressentiment, et alors on devient mauvais, on devient méchant, on devient agressif, on devient violent. C'est tous ces aspects-là qui s'additionnent et qui font que la société algérienne est une marmite en constante ébullition. Il faut redonner la parole aux gens et il faut que le libre arbitre puisse s'exprimer normalement. Voilà, et je pense que c'est ça qui va... La solution, c'est celle-là. Alors, une dernière question de Wassila. Merci, monsieur Boudarin. Ça marche. Voilà, moi j'ai une question. Bon, c'est un autre registre. On parle donc de douleur, souffrance et beaucoup de violence aussi.
est-ce qu'il pourrait y avoir de la beauté dans la violence? Beauté dans la violence, donc l'esthétique de la violence. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans la violence, il y a une part de beauté ou pas? Puisqu'on on est artissimo, on est entouré de tableaux, de belles choses. Il y a aussi, en tout cas, si on prend le cas de la captivité de Cervantes, dans la Grande de Cervantes, ben en tout cas, ça a donné lieu à un grand chef-d'œuvre. Mais bien entendu, vous parlez de l'aspect de beauté esthétique, de peinture, voilà, de musique. Non, pas, même au cinéma, la violence. Oui, elle a été traitée, oui. Donc l'esthétique de la violence, qu'en pensez-vous, monsieur? Donc, Boudaren et monsieur Améziane, tu vas en parler aussi? Oui, s'il vous plaît. Oui, on va. Oui, voilà. Asia, elle cite par exemple Guernica. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Améziane va parler. Asia cite la très bonne édition Guernica. Et de toute manière, toute culture, toute littérature, toute expression artistique est généralement basée sur une douleur. Aragon disait bien, et il résume ça d'une manière formidable, il dit « L'homme crie où son fer le ronge, et sa plaie engendre un soleil plus beau que tous les... » Je ne sais plus comment ça se termine, mais en tout cas, il exprime ça, il dit que c'est là où on souffre qu'on crée. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais qu'il fallait faire attention à ne pas, comment dire, catégoriser rapidement, et plutôt parler de facteurs de violence que de violence elle-même. Parce que la violence subie par un homme peut être transcendée à travers l'acte culturel. En psychanalyse, Faiqa Mdjahedela, je parle sous son contrôle, le système de création artistique, il est souvent fondé chez tout homme qui subit une douleur ou une violence. Généralement, il a tendance à la rejeter dans ce qu'on appelle le subconscient, le moi-ça, mais ensuite, à travers son surmoi, dans lequel il essaie de se sublimer, de sublimer ses visions, il arrive à transformer ses douleurs et ses violences en expression. Donc oui, est-ce que c'est la violence qui peut être belle, comme demande notre amie? C'est pas elle qui est belle, mais ce qui est beau, c'est que cette violence et cette douleur, ce qui est beau, c'est la manière dont l'homme peut les transformer en œuvres culturelles, en grands romans, en grandes toiles de peinture, etc. Voilà. Effectivement. Monsieur Lamdi. Il y a un mot de Musset qui me vient à l'esprit. Il disait « L'homme est un apprenti. La douleur est son maître. Nul n'est un homme tant qu'il n'a pas souffert. » Et toutes les grandes œuvres, dans n'importe quelle discipline ou n'importe quel artiste, tous les grands artistes, les peintres, les auteurs, les écrivains, les hommes de théâtre, de cinéma, ils ont tous eu une vie tragique. Et c'est dans ces moments de douleur qu'ils puisent leur inspiration et leur créativité. Sinon, c'est linéaire. Insipide. Ben écoutez, peut-être qu'on va finir voilà, sur votre commentaire. Vous voulez vous voulez prendre la parole? Non. Dites-moi. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Pardon? Par rapport à ces gens qu'on a jetés en mer, j'ai fait une poésie par rapport à nos jeunes, où je dis, خرفن الخيوط يمزين سرمن هذه قار البحار الزقرن الخوب الفضار فافي جنوان سحلو ملون سرسد ثلويث غير إزايريين هذ حملن وهذ قيمن دي ثمور سنسن هذ شمرن يخال نسن القاعة أدفك الصفا أدفك نلقي دي ثموسني ود روح تغرض
روح كرا تخدمض روحها تغرض سقسي غيمانيك ذا شي تخدمض يثمورتيك احيان تيدي مزوره كتش بنوت ثوره احيان تيدي مزوره كتش بنوت ثوره. Voilà, c'est ma façon de lutter contre la violence. Parce que vous avez fait ressusciter des douleurs immenses en décrivant ces atrocités. Je revois mon père se faire torturer en prison. Et j'ai mal. On l'a perdu, ça fait 2 ans, avec une atroce maladie, Alzheimer. Quand il vous reconnaît pas, votre père ne vous reconnaît pas alors qu'il est présent, c'est une grande douleur et une violence. Voilà. Et j'ai plein de violences à raconter, mais je vais me taire. Merci. Je vous remercie en tout cas pour votre intervention. Oui. Merci en tout cas pour voilà votre présence. On va peut-être arrêter, clôturer cette dernière rencontre la deuxième saison des Pupitres d'Artissimo. Je vous remercie d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Merci beaucoup au public. Et je voudrais en fait pour ce final vous remettre à la fois à vous intervenants et aussi au public qui ont été les plus réguliers durant ces 5 mois, une distinction, signe de reconnaissance. Voilà. Donc je vais commencer par Monsieur Younes. On met des attestations, nous sommes une école. Comme en ce moment il n'y a pas d'élèves, ça nous manquait. Donc du coup... Ah non, on finit pas sur un chagrin, je ne suis pas d'accord. C'est une douleur. Mais généralement, on est toujours le plus âgé. La première, ce soir. Être choisi parmi les plus âgés. Mais pas du tout, c'est le dernier pupitre. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous êtes le premier qu'on a choisi. On va voir l'ordre de l'attestation. Je vais demander de l'aide à Sonia. Je n'ai pas vécu pour l'enfant. On m'a volé mon enfant. La guerre. Pour vous faire plaisir, je la remettrai d'abord à Monsieur Boudin. Ça y est, le plus âgé. Voilà. Merci, c'est symbolique. Merci. Alors, je sais que parmi nous, il y a Madame Taïra. Tout le monde n'a pas pu venir, c'est vrai que c'est un peu mal tombé avec ce week-end du 5 juillet, mais les absents sont... C'est violence, merci beaucoup. C'est pas une violence pour vous parler. Pourquoi ça? Mziane Farhani qui a été un des intervenants aussi du premier petit. Alors, en fait, on a un peu, donc bien entendu, on remercie tout le public qui a été présent tout au long de ces rencontres, mais il y en a quand même certains qui ont été plus réguliers que d'autres, et ceux-là, on voulait les remercier en particulier. Alors, tout le monde n'est pas là aujourd'hui, mais... Oui, c'est vrai. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, on n'avait pas les noms. Non, c'est pour vous encourager à être parmi nous l'année prochaine. Donc Lilia, oui, merci. Non, merci. Mariam Gemash.
Merci, Mzerlech. Mehdi. Et pourtant... Il y a Madame Najwa. Madame Najwa. Encore une fois, merci. On reprendra en principe dès le mois d'octobre ou novembre les rencontres avec de nouveaux sujets. Si vous avez des propositions de thématiques, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer ça par mail ou à nous contacter.